Cabitisme et développement économique en Afrique, c'est le thème que nous soumettons à notre invité Tchamsi Kokou. Montou, il est gérant du FIP Inabi, il est également membre d'Afro-Centricité Togo et puis analyste économique. Tout est réuni pour qu'il nous parle avec aisance de ces thèmes aussi importants. C'est un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Cher Tchamsi Kokou Montou, bonjour à vous. Bonjour cher Michel, c'est un plaisir également d'être avec vous aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de la New World TV. Allez, comme on a l'habitude de le faire, on va essayer de définir les thèmes qui composent ce thème aussi important. Avant de rentrer en profondeur, kamitisme, c'est quoi? Bon, le kamitisme, c'est, comme je l'avais déjà défini ici, c'est un courant de pensée qui englobe la philosophie africaine, la tradition africaine, la médecine africaine, tout ce qui est africaine, puisque le terme kamite désigne tous ceux qui sont africains. Kama veut dire Afrique. Dans l'ancien temps, l'Afrique, le nom que portait ce continent, c'était Kama. Et donc, tous les Africains s'appelaient les Kamites. Et ce n'est qu'avec le temps que ce nom a été remplacé par Afrique, dû à notre rencontre avec les Arabes et les Blancs. Voilà. Donc nous, on reprend ce nom pour valoriser le continent africain, pour dire que ce n'est pas à nos ennemis de nous donner le nom qu'ils veulent. Et donc le mot Kama veut dire tout ce qui a trait à l'Afrique. Donc, kamitisme, c'est tout ce qui aspire, tout ce qui veut refaire naître l'Afrique, lui redonner sa grandeur, lui redonner sa valeur d'antan. Voilà. Tout ce qui a trait à l'Afrique, peut-être sauf l'économie, puisque vous ne l'avez pas mis dans la définition. Heureusement, on va voir le lien entre cela et l'économie. Quand on parle de développement économique en Afrique, on veut faire référence à quoi, Tchamsi? Quand on parle de développement économique en Afrique, on veut faire référence à l'évolution même de la vie de l'homme africain. Je le résume ainsi. Ça a plusieurs rapports sur le plan social, sur le plan économique. Une fois de plus, c'est-à-dire comment sa poche se porte, est-ce qu'il a l'aisance pour manger et tout ce qui va avec, voilà. Et aussi son déplacement dans le temps et dans l'espace, et comment il est pris en charge quand il tombe malade, et tout ce qui peut concourir à une vie meilleure rentre dans ce que nous appelons développement. Maintenant, quand on fait trait au développement économique, là, on est maintenant sur une thématique beaucoup plus restreinte où on veut parler de l'économie, de ce qui rentre dans la poche, de ce qui rentre dans l'alimentation même, tout ce que l'homme noir ou bien le kamite peut utiliser pour être à l'aise sur cette terre. Voilà. Alors, quand on dit kamitisme et développement économique en Afrique, est-ce que les kamites veulent adapter l'économie en général aux réalités africaines? Si, c'est la vision. En fait, si nous observons très bien la vie économique actuelle du monde global, nous sommes dans ce qu'on appelle la globalisation. Mais avant d'arriver là-bas, on parle du capitalisme. Et c'est le capitalisme que nous avons hérité depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Et si on observe bien l'évolution de ce capitalisme, on se rend compte qu'au fur et à mesure que nous avons, entre griffes, un supposé développement économique de l'Afrique, l'écart se creuse de plus en plus entre la grande masse de la population et les élites qui s'enrichissent, qui ont des milliards et qui ne savent pas quoi en faire. Or, quand on remonte un peu à l'Antiquité, on se rend compte que l'Afrique n'était pas individualiste. Puisque quand on parle de capitalisme, on parle de l'individualisme. On parle des biens de production individuels. Alors qu'en Afrique, on avait le communautarisme comme soubassement économique. Donc, quand on veut refaire naître l'Afrique sur le plan économique, on veut réinventer d'une manière ou d'une autre notre propre développement en nous basant sur le communautarisme. Voilà. Et donc, c'est ce qui est très important aujourd'hui à savoir. Parce que si on regarde très bien de près ce qui se passe, c'est clair que le modèle économique
que nous avons copié auprès des Blancs ne peut jamais nous permettre de les dépasser. Il suffit déjà d'observer le monde aujourd'hui pour voir les guerres entre la Chine, la Russie, non, entre les États-Unis, la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Europe avec d'autres. Voilà. Quand vous voyez tous ces mouvements-là, ce n'est que des guerres économiques où quelqu'un veut imposer son hégémonie. Puisqu'on est dans un système où c'est la propriété privée qui prime sur le reste. Ceux qui ont ce pouvoir-là ne veulent pas lâcher. Ils veulent demeurer les plus puissants. Et donc, ils sont obligés de taper sur les autres pour rester puissants. Alors que nous, on est en train de vouloir développer quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec ce qui était là, afin que nous aussi, nous puissions prendre notre voie, nous développer, permettre à l'Afrique d'être à l'aise, aux Africains de vivre aisément comme ils vivaient dans le temps. Alors, voilà. Tchamsi Koko Montou, quels éléments précis les Africains doivent avoir pour poser les fondements de ce développement économique? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que d'abord, je reviens un peu au capitalisme qui est arrivé à un stade de surconsommation. C'est-à-dire il faut consommer. J'achète 5 télés, 10 voitures, 20, je construis 20 maisons, et oui, c'est moi le plus riche. Voilà. Ça, c'est le capitalisme. Mais dans le communautarisme, j'ai ma maison, ça me va. L'autre aussi doit avoir sa maison, X aussi, et ensemble, on se développe. Mais dans nous, notre entendement, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons faire renaître l'Afrique économiquement, à commencer par la base. C'est-à-dire que, d'abord, c'est toujours l'individu qui est concerné, mais c'est la communauté villageoise qui commence. C'est-à-dire, à part la famille qui est la première cellule, il y a la communauté villageoise. Vous allez voir que dans l'ancien temps, les vieux s'associaient pour construire les maisons des uns des autres, ainsi de suite. Et au finish, tout le monde a sa maison, personne ne fait le gros dos sur l'autre, que moi, ma maison est plus jolie que la tienne. Mais pas forcément qu'on veut arriver jusque-là. Mais l'idée centrale, c'est de revenir à une sorte de communautarisme. Maintenant, pourquoi ça? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une injustice économique majeure qui est en train de créer des dégâts pas possibles. Je vous donne un exemple. Vous rentrez dans un village aujourd'hui et vous prenez un vieux couché dans son coin, très sale, peut-être qu'il n'a pas mangé de la journée, et vous le saluez, vous lui demandez, monsieur, mais pourquoi comment vous allez, tout, il va vous répondre, mais après vous lui posez des questions sur ses biens privés, qu'est-ce qu'il a? Ou bien qu'est-ce que sa famille a comme propriété? Alors là, vous allez commencer par vous rendre compte que, en fait, c'est un milliardaire qui s'ignore. Pourquoi c'est un milliardaire? Parce que ce monsieur peut te dire, bon voilà, nous avons un terrain familial qui quitte tel village et va à tel côté et de tel endroit à tel endroit. Bon, quand vous allez vous mesurer, vous êtes déjà peut-être dans les 500 hectares, voire même 1000. Pourquoi pas? Parfois, c'est au-delà de 100 hectares. Alors, ça, c'est un premier niveau de richesse qui est ignoré. Le deuxième niveau qui est ignoré, c'est que ce même vieux, une fois rentré chez vous, ou bien vous lui demandez, est-ce que vous avez un champ? Il peut te dire, oui, bien sûr, j'ai un champ. Vous allez là-bas, vous allez voir qu'il a du maïs stocké, il a de l'igname stocké, il a du manioc qui est en train de grandir dans le champ, ainsi de suite. Vous rentrez à la maison, vous allez voir son bétail. Il a du mouton, des chèvres, des poules, ainsi de suite. Mais le paradoxe, c'est que ce même monsieur, un beau jour, il a faim, il veut manger, il ne trouve pas à manger. Il s'en va chez la bonne femme qui fait Aïmolo dans le village. Et il dit, bon, vends-moi Aïmolo à crédit. Dès que j'arriverai à vendre mon mouton, je te donne l'argent. Et la dame vend Aïmolo à crédit. Malheureusement, notre vieux qui a son mouton n'arrive pas à le vendre dans les jours qui suivent. La bonne dame a besoin de l'argent pour retourner au marché, pour aller payer et revenir vendre. Alors la bonne dame va chez notre vieux et l'insulte proprement. Il crie sur lui à cause de 200 ou 300 francs. C'est des scènes qui se produisent tout le temps. Alors, la réflexion est de savoir comment se fait-il qu'un monsieur aussi riche, parce que c'est un milliardaire, aussi riche, puisse être traîné dans la boue jusqu'à ce point. Comment se fait-il qu'un monsieur aussi riche puisse être aussi pauvre que ça? Donc nous vivons ce que nous appelons la pauvreté financière, la pauvreté monétaire.
tu n'as pas de l'argent dans la poche, donc les autres biens n'ont plus la même valeur. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que lorsque nous avons eu notre indépendance, ou bien lorsque nos pays fabriqués par les Blancs ont eu leur indépendance, ceux qui ont remplacé les Blancs n'ont pas pris le temps de faire un travail fondamental. Ce travail fondamental était de moins, si vous voulez faire le capitalisme, au moins recenser les biens privés, puisque le capitalisme c'est les biens privés. Alors, vous devez recenser, sécuriser les biens privés, avoir l'adressage de ces biens privés-là, afin de permettre à chaque individu de jouir de ces biens. Parce qu'en Europe, quand on vous dit que telle famille est multimilliardaire, telle famille est riche, ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent liquide sur un compte. Non, on a calculé tout ce qu'ils ont comme bien et c'est ça on a évalué et c'est ça qu'on dit, bon voilà, telle personne est milliardaire ou pas. Et donc, chez nous en Afrique, on fait comme si de rien n'était, on ferme les yeux sur tout ça et les gens meurent de faim à côté. Le comble ces derniers temps, c'est que on voit maintenant des familles qui ont un peu ouvert les yeux et disent, ben, comment on peut avoir des terrains et puis avoir faim? Il faut qu'on les vende. Alors rapidement, on trouve un géomètre, lui vient, il mesure tout, lui aussi il prend sa part sans rien dire aux paysans, une bonne partie. Alors il commence par vendre le reste à vil prix. Le terrain qui est un bien, qui prend de la valeur avec le temps, on le vend aujourd'hui à 250 000. Un hectare de terrain à 250 000 ou bien à 500 000. Alors, celui qui vient acheter ce bien, paradoxalement, lui s'en va, il appelle un géomètre, il fait les papiers, il dépose ce papier-là à l'auteur, on lui donne un titre qu'on appelle titre foncier. Et avec ça, il s'en va bonnement à la banque, il peut prendre au moins de l'argent pour venir construire, pour venir faire ci, pour venir faire ça. Vous voyez, il y a une certaine forme d'injustice qui est liée à la mauvaise communication et à la mauvaise gestion de nos biens. Alors, c'est comme ça qu'on cultive ce que nous appelons le sous-développement. Parce que les pauvres s'appauvrissent au fur et à mesure et les riches s'enrichissent au-delà de ce qu'il faut. Il y en a qui ont même des milliards accumulés et ne savent pas quoi faire. Pendant que d'autres meurent de faim. Alors, on dit un kamit est une lumière, une force vive pour l'Afrique, comprend le développement économique de l'Afrique. Quel rôle, justement, les kamits peuvent jouer? Quel rôle Tchamsi Kokou Montou peut jouer? Aujourd'hui, le rôle principal que les kamits peuvent jouer en Afrique pour son développement, c'est d'abord le rôle d'information. Il faut que les kamits aillent à la source des informations. Il faut que les kamits se cultivent. Parce que ce qu'on dit comme banal ici, c'est des choses très capitales que beaucoup ignorent. Tenez-vous bien que l'Afrique a nourri tout le monde entier par le passé, sans toutefois créer le réchauffement climatique. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire encore aujourd'hui? Aujourd'hui, nos villages sont dévastés par les produits chimiques qu'on appelle souvent les herbicides et autres, alors que les kamits sont là. Ils peuvent conscientiser. Et c'est ce que nous avons commencé par faire. Notre rôle, c'est d'éclairer les gens, c'est de leur dire, nos grands-parents avaient développé une science, ou bien des sciences qui leur permettaient de vivre aisément avec la nature, dans la nature, sans toutefois détruire cette nature. Parce que pour le kamit, ce que les gens ignorent, c'est que l'homme fait partie de la nature. L'homme fait partie de l'univers. L'homme n'est pas au-dessus de l'univers comme ce que nous a enseigné certaines civilisations. La civilisation occidentale nous dit que l'homme a la primauté sur les autres espèces et donc l'homme peut puiser, tuer, faire ce qu'il veut. C'est ça qui a abouti à la disparition des espèces. Et donc tout ce qu'on fait aujourd'hui pour réparer les torts ne va pas aboutir. Il faut qu'on revienne à la science fondamentale africaine qui appelle les Africains à respecter la nature et partant de là à gérer, à puiser les ressources de façon responsable et à gérer de façon responsable les biens communautaires afin que toute la communauté, c'est pourquoi nous on parle du communautarisme, toute la communauté puisse bénéficier des biens dont dispose la communauté. Voilà. Est-ce que l'aspect laborieux du kamit, parce qu'on nous le présente également ainsi, on dit un kamit, c'est un Africain laborieux. Est-ce que cet aspect, j'allais dire, peut aussi jouer dans le développement économique de l'Afrique?
Bien sûr. Aujourd'hui, on est en face d'une jeunesse qui a un peu démissionné sur plusieurs plans. Une jeunesse qui est amoureuse du gain facile. Une jeunesse qui regarde beaucoup les films, les séries telenovelas et qui veut faire comme les petits blancs là. Et aujourd'hui, il y a un danger. Le danger est représenté par ce que nous appelons les influenceurs. Et la plupart de ces influenceurs, qu'est-ce qu'ils font exactement sur leur chaîne? Il y en a qui savent danser, donc c'est la danse. Pour d'autres, c'est des bêtises. Ils s'insultent entre eux, eux-mêmes ils appellent ça du buzz. Et donc, quand ils font ça, ils ont de la visibilité, les gens les appellent pour faire la pub, ils ont de l'argent, ils exhibent encore cet argent-là. Il y en a d'autres, souvent, qu'on m'excuse, souvent des filles qui ont des brottos qui sont des hommes politiques ou des directeurs de société qui leur donnent souvent de l'argent et donc ces dernières exhibent cette richesse sur les réseaux attirant d'autres jeunes qui veulent faire comme eux. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont quitté les travaux champêtres, par exemple. Il y en a beaucoup qui ne veulent même pas sentir la ferme. Il y a des jeunes, quand vous les recrutez, tu dis, bon, je te recrute pour que tu puisses m'aider à la ferme pour travailler. Il dit, non, moi je ne peux pas faire ça parce que c'est un travail salissant, je ne veux pas. Au-delà de cet aspect de travail salissant que les jeunes ont mis comme étiquette sur l'agriculture, il y a également l'autre côté où les jeunes se disent que l'agriculture, c'est le métier des pauvres. Alors, quand ils se disent que l'agriculture, c'est le métier des pauvres, ils ne veulent pas y aller. Alors, ils ne veulent pas travailler. Alors, les Kamites, aujourd'hui, nous, on veut réinventer l'Afrique. En commençant par, ne serait-ce que le retour à la terre, ça c'est un. De deux, il y a aussi la forge, qui est des métiers les plus respectés dans l'ancien temps, qui a disparu dans beaucoup de villages déjà et d'autres sont encore en train de disparaître avec la mort des derniers forgerons. Et donc, nous, notre ambition aujourd'hui, c'est de relancer toutes ces activités afin que nous puissions produire les outils. Les jeunes qui ne peuvent pas aller dans le champ pour travailler, eux, ils peuvent au moins travailler dans la production des outils et gagner leur argent. Et ceux-là qui sont dans le champ, qui vont travailler aussi, vont gagner leur part. Ceux qui vont commercialiser vont gagner leur part. Mais au-delà de tous ces aspects, il y a le troc dont j'ai oublié de parler. Parce que s'il y avait le troc, le vieux dont j'ai parlé tout à l'heure n'allait pas mourir de faim. Ah oui, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a des gens qui ont par exemple du maïs aujourd'hui, ils veulent vendre, mais une fois sur le marché, il n'a pas pu vendre, il revient avec ce maïs, donc il va mourir de faim toute la semaine, il attend encore 8 jours, ce qui n'est pas normal. Il va falloir qu'on redéfinisse quand même les termes du développement que nous voulons. Alors, vous inventez donc une autre manière de faire l'économie en Afrique sans doute les institutions de Bretton Woods. On a eu la chance de parler de cela avec vous à maintes reprises. Alors, comment l'Afrique peut se réinventer à partir de vos propositions? Merci beaucoup. Tout le monde sait très bien qu'il n'y a pas de développement sans financement. Et aujourd'hui, on ne peut plus recommencer par faire les choses de façon archaïque comme on le faisait dans l'ancien temps. Donc, il faut quand même moderniser la production, par exemple, des outils. Et pour moderniser la production des outils, il faut des fonds nécessairement. Et ce que je voudrais dire ici, ce n'est pas un secret de Polichinelle, mais ça semble être ignoré dans nos pays. Quand vous étudiez le développement de tous les pays, vous prenez les États-Unis en premier, en passant par la Chine, en passant par comment on appelle, le Brésil. Tous ces pays qu'on appelle aujourd'hui des pays émergents se développent à partir d'un mécanisme de mobilisation de fonds parallèle aux institutions bancaires. Et c'est légal, ça s'appelle les fonds d'investissement. Alors, aujourd'hui, dans notre entendement, nous appelons la communauté noire africaine à se mobiliser massivement pour créer des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement financent souvent le capital des sociétés et ne leur font pas la pression pour le remboursement. Ils participent juste aux dividendes. Et ces fonds d'investissement ont un grand rôle à jouer dans le financement de nos institutions en Afrique. Vous voyez, aujourd'hui, quand on veut faire la route de Lomé-Palimé, par exemple, on doit aller frapper à la porte du FMI. Et le FMI
c'est une institution qui ne donne pas de l'argent gratuitement. Gratuitement. Quand il vous fait le prêt, il va poser en même temps des conditions. Et ces conditions, beaucoup ne comprennent pas. Ces conditions, c'est quoi? On vous impose des multinationales à qui vous devez vendre vos matières premières à un prix donné. Et donc, vous êtes obligé de liquider vos matières premières à vil prix. Maintenant, ces institutions vont négocier au même moment avec ces multinationales pour récupérer une partie des fonds pour financer leur roulement. Même les institutions onusiennes roulent comme ça. Ils roulent sur les dons des structures et autres. Et au même moment, ils rendent service à ces structures-là en obligeant les pays africains à vendre à vil prix leurs ressources minières comme leurs ressources premières, leurs matières premières à ces sociétés. Et donc, voilà comment le serpent mord la queue du sous-développement. Alors, il y a aussi un autre aspect de la chose, c'est qu'on vous amène de l'alimentation avariée, mais à vil prix, pour casser la production locale. Donc, vous avez du riz, par exemple, à moindre coût. Le riz, là, peut vous être livré à un prix dérisoire, alors que ce n'est pas de la bonne qualité. Vous, prenant ça, vous mettez sur votre marché, le producteur local sort son riz à un prix beaucoup plus élevé. Il n'arrive pas à vendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait faillite et il arrête la production. Donc, vous dépendez dorénavant de l'importation. Parce que si lui l'essaie 1, 2, 3, 4 fois, il n'arrive pas à vendre son produit, il va s'arrêter de produire. Et dans cette condition-là, vous dépendez dorénavant que de l'importation. Et le jour où on veut vous chanter, on ferme le robinet, on dit vous n'avez plus, on ne vous envoie plus de ce produit-là et vous allez mourir de faim chez vous. Voilà la stratégie qui a été mise en place. Ils ont essayé ça avec la Russie tout récemment. Heureusement que la Russie avait pris toutes ces dispositions. Ils ont fait ça en 2014, ça a marché. Donc la Russie a pris ces dispositions. À partir de 2015, la Russie est devenue le premier pays producteur du blé. Et nous avons vu comment le blé a coûté très cher quand on a mis un embargo sur le blé russe cette année. Il a fallu qu'on négocie encore avec la Russie pour que la Russie sorte sa propre production. Alors, nous, en tant que pays africain, nous sommes appelés à travailler de manière à ce que notre production puisse dépasser déjà notre propre consommation et avoir un stock de sécurité pour 5 ans, pourquoi pas. Et lorsqu'on aura fait ça, on aura notre autonomie. On ne peut pas continuer par attendre des institutions de Bretton Woods qui financent tout ce que nous allons faire. C'est des crédits, mais on nous parle souvent de dons. Et donc, nous devons nous lever, et les Kamites le savent très bien, et le dénoncent, et le disent haut et fort, malgré les menaces qui pèsent sur ceux qui se hasardent à en parler publiquement. Justement, on va parler de ces menaces. On sait que vous êtes très ambitieux, vous voulez porter l'Afrique très haut, mais vous avez des écueils. Les écueils se trouvent à quel niveau, Tchamsi Kokou? À plusieurs niveaux. Avec tout ce qu'on vient de développer, vous devez savoir déjà qu'il y a plusieurs personnes qui ne seront pas d'accord pour que ça marche, parce qu'il y a des gens qui ont copié l'Europe et ils l'ont adopté. C'est-à-dire, on appelle ça l'assimilisation. Ils ont été assimilés et donc aujourd'hui, ils sont plus européens, ils sont plus occidentaux que africains. Et donc, quand on parle de ces genres de choses, ils voient leur train de vie disparaître du jour au lendemain. Ça ne leur plaît pas. Du coup, c'est des gens qui font tout pour bloquer l'évolution de nos idéaux, l'évolution de notre façon de voir les choses. Par exemple, sur un autre plan, il y a des Kamites qui disent clairement que dorénavant, il faut que les présidents africains, lorsqu'ils sont élus, prêtent serment sur des vaudous nationaux. Vous pouvez imaginer un président qui a prêté serment sur un vaudou national enfreindre aux règles ou bien à son propre serment en allant au-delà de ce qu'il aurait promis? Je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, si l'Africain a quand même peur de quelque chose, c'est du vaudou. Hein. On ne va pas... Ça fait toujours peur. Ça fait peur à tout le monde. Le Dieu occidental ne fait pas trop peur. Non. On dit qu'il pardonne des fois. On va faire quelque chose. Spéciale. Non, on va faire quelque chose à la sortie. Prenez 1000 francs et déposez à un carrefour et mettez la Bible sur ça et puis partez. Et revenez après 5 minutes voir si vous allez retrouver ça. Mais prenez juste quelque chose, attachez-le avec un fil rouge et noir et blanc à la fois et puis mettez ça sur 1000 francs au carrefour. Vous allez revenir 10 jours après, c'est toujours là-bas. Vous pensez que cet aspect même que vous développez tout à l'heure arrive véritablement à pousser l'Afrique vers le travail et non vers des comportements? Bien sûr que oui. Prenons l'exemple de quelqu'un
ou bien de nos villages par exemple. Avant, dans l'ancien temps, il n'y avait pas le vol. Parce que tu sais très bien que tu voles, tu as les conséquences. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de plusieurs églises et tout, on dit, bon, voilà, c'est la tolérance et tout. Et donc, à partir de cet instant, les gens sont devenus des voleurs. Ils savent qu'il n'y a pas de conséquences. Parce que tu es chrétien, tu vas dire, bon, je suis chrétien, bon, il n'a qu'à aller, c'est pas grave. Et donc, ça a encouragé la médiocrité, ça a encouragé la délinquance juvénile, ça a encouragé des trucs pas possibles. Dans l'ancien temps, ce n'était pas possible. Au moins, tu as des conséquences et tu es obligé d'aller avouer ton crime, on te pardonne, et puis on te lave et tu es guéri. Mais si tu refuses d'avouer ton crime, tu vas mourir avec. Et donc, c'était quand même des garde-fous qui maintenaient la société africaine dans de bonnes dispositions. Et quand le roi Léopold II a pris la parole avant d'envoyer ces éléments en Afrique pour la colonisation, il a dit que nous, on connaît Dieu même plus que eux. Et on aime Dieu, on s'aime entre nous. Mais il y avait quand même les règles élémentaires qui étaient tellement respectées parce que chacun craignait de les enfreindre. Si tu les enfreins, tu as les conséquences. Alors, Tchamsi Kokou Montou, le temps passe très vite. Hein. On ne finit jamais d'apprendre avec vous. On est presque à la fin. Vous avez sans doute des messages à envoyer par rapport à ce thème développé. Oui, mais un message que je peux envoyer aujourd'hui, c'est d'abord d'appeler chaque Africain au retour à la source. Parce que c'est très important. Le retour à la source va nous permettre d'aller puiser dans les secrets de nos vieux, dans les secrets de nos ancêtres pour réinventer notre propre développement. Secondo, j'inviterai tout un chacun à prendre sur lui la nécessité de se dire, le développement de l'Afrique passe par moi. Je dois contribuer, je dois faire quelque chose. Donc, si il y a des gens qui n'ont pas encore créé une petite association ou une organisation, qu'ils commencent par se mettre ensemble. Par village, par exemple, on peut créer des associations de ressortissants, mobiliser des fonds. Et si vous avez des fonds, vous voulez développer votre village, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez nous faire appel. Nous, on viendra vous donner des éléments, des éléments pour que vous puissiez y arriver aisément. Je voudrais également dire que nous avons un fonds d'investissement populaire qui est dénommé INABI, qui est déjà opérationnel depuis 3 ans. Et donc, si des personnes sont intéressées... INABI, ça veut dire quoi? INABI veut dire en effet entraide ou famille. D'accord. Voilà. Et donc, ça veut dire entraide, s'entraider pour le développement. Et donc, tous ceux qui veulent quand même nous aider à contribuer à aller de l'avant sont les bienvenus. C'est ensemble qu'on peut construire le Togo, l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Tchamsi Kokou Montou, vous êtes le gérant du fonds INABI, membre d'Afro-Centricité Togo, analyste économique également. Beaucoup de choses à apprendre chez vous, cher Tchamsi. Allez, infini merci à vous. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour votre émission Regard croisé.